le Sabah al-Khair, merci de nous rejoindre ce matin dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, notre matinale vous promet plein de thématiques, également des invités très intéressants. Et nous commencerons bien sûr cette matinale par un espace news qui s'est installé depuis quelques jours, animé par Nejma Hairesh, qui reçoit pour vous aujourd'hui dans son flash une invitée représentante du ministère de l'Intérieur à l'effet de évoquer une thématique liée aux énergies renouvelables en milieu urbain. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas votre rendez-vous avec la météo au démarrage même de cette émission avec Amel Laribi qui nous donnera les nouvelles du ciel. Un temps plutôt brumeux sur Alger aujourd'hui, on verra le détail dans un petit moment. Dans notre matinale, nous aurons le plaisir de recevoir deux talentueuses artistes, des artistes prometteuses. En l'occurrence, une jeune styliste, Nassera Hadjiet, qui a vu défiler ses créations pour la première fois sur le podium de la Fashion Week Algiers qui s'est déroulée jeudi dernier. Mais également, nous aurons le plaisir de faire un gros plan sur un autre talent, cette fois-ci dans le domaine des arts plastiques, avec la jeune artiste Souad Douibi qui, elle, a choisi de s'écarter un peu des sentiers battus puisqu'elle se met en scène dans la rue ainsi que ses amis à l'occasion donc d'une exposition itinérante un peu insolite dont on parlera dans un petit moment. Et puis, n'oublions pas le théâtre. Bien sûr, le 4e art aura une part de lion de cette matinale puisque nous parlerons de la sortie imminente d'une belle pièce signée donc en termes de mise en scène de Tounes Ait Ali qui sera parmi nous ce matin pour plus de détails sur la tournée de cette pièce et puis également le lancement, la générale bien sûr. Le détail, mesdames, messieurs, c'est dans un moment. C'est parti pour notre matinale avec un point météo et Amel Laribi est bien prête pour vous le livrer. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va, je le disais tout à l'heure. Oui, ça va, très bien. Et vous chassiez, vous chassiez une petite poussière. Une petite miette là, j'ai vu. Si elle est partie, elle ne vous embêtera pas. Je l'ai enlevée. Ça va. Alors, qu'en est-il du reste de la journée? Parce qu'on a vu un peu la brume s'installer ce matin. Exactement. À Alger. D'où les allergies. Ah, je suis la première. Allez. God bless you. Thank you. On vous souhaite bonne chance. J'espère qu'il n'y aura pas d'éternuement au milieu de la météo. J'espère, oui. À tout de suite. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, de la brume en début de matinée sur les régions de l'ouest et le centre. Mais après dissipation de ces brumes, on aura un ciel généralement dégagé à partiellement voilé par des nuages élevés bien sûr sur l'ouest. Également les hauts plateaux du centre. Mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux, mais en soirée sur le centre-est, qui peuvent donner quelques pluies durant la nuit. Sur les régions de l'est, eh bien, le ciel se montrera le plus souvent nuageux, avec quelques pluies parfois orageuses qui vont s'accentuer localement en prenant un caractère d'averse orageuse. Sur la moitié sud, plus exactement à Tindouf, où le ciel restera aussi nuageux, avec des pluies parfois sous forme d'averses qui sont localement assez marquées durant l'après-midi. Sur le Bécharoua, plutôt voilé, puis deviendra progressivement nuageux en fin d'après-midi, pouvant donner quelques pluies, mais en soirée, partout ailleurs, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé. Les températures, quant à elles, elles seront plutôt agréables pour un mois d'octobre. Le maximum 28 degrés du côté d'Omsila, 24 à Alger-Oran, également à Nabat, Tlemcen, Mascara, Al-Biyad, Djelfa, 22 Séti, 20 degrés à Batna. Au sud, 28 degrés du côté de Bécha, 23 à Tindouf, 32 Tamanrasset, Janet Hassim sur Ouargla, 34 à Elizi, 35 degrés à Insalah et enfin 41 degrés le maximum toujours à Borj Petit Mourtar et Ingzam. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Dublin, Copenhague, Prague, Varsovie, Bucarest, Athènes, Paris, également Marseille, Lisbonne. Mais le ciel restera plutôt dégagé. À Madrid, également Bordeaux, Berne, mais les pluies seront bel et bien présentes du côté de Berlin. Le mercure, quant à lui, affichera 12 degrés à Copenhague, 13 à Londres, également Dublin, Berne, 16 degrés à Paris, Bordeaux, 19 à Marseille, 14 à Varsovie, 18 Bucarest, 19 à Rome et Marseille, 23 à Madrid et enfin le maximum cette fois-ci à Lisbonne avec 26 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée.
météo vous a été présenté par Mobilis. Ah ben voilà, on se réveille quand même, on y arrive. Rebonjour mesdames, messieurs, donc bonjour d'Algérie, tout de suite, merci d'abord à Amel et puis tout de suite, place aux infos bien sûr avec Nejma Hirash. Oui, donc dans un petit moment, je crois que voilà, il y a une petite cassette qui n'est pas prête, mesdames, messieurs, mais ça viendra dans un tout petit instant, donc le temps que l'invité justement du jour de Nejma Hirash s'installe, et puis tout de suite, donc place aux actus. Oui, bonjour Radia, bonjour à tous. Bonne fête à l'occasion de la journée nationale de la presse. Bonne fête Radia. Voilà, alors dans l'actualité, justement, aujourd'hui est prévue la cérémonie d'annonce des résultats du prix du président de la République Abdelaziz Bouteflika, du journaliste professionnel, donc à l'occasion de la célébration de la journée nationale du journaliste. Ça se passe au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, ce prix qui a été annoncé le 3 mai de l'année 2015 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et institué par décret présidentiel le 21 mai du même mois en guise de reconnaissance aux efforts soutenus et dévoués pour la consécration des principes de liberté d'expression. Il a pour objet de stimuler et promouvoir la production journalistique et récompenser aussi les meilleures œuvres journalistiques réalisées. Dans l'actualité également, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire organise aujourd'hui et demain au Centre toujours international des conférences Abdelatif Rahal une rencontre sur la prévention des risques et des risques des catastrophes. Donc l'événement est organisé sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika et la rencontre verra la présence d'au moins 600 participants et experts nationaux et internationaux qui se pencheront sur les principaux axes de la stratégie nationale de la prévention des risques des catastrophes dans le but de mettre sur pied un plan d'action multisectoriel pour la période 2019-2030. Aussi, dans l'actualité est prévue une rencontre. Donc, notre ministre de la Communication sera reçu aujourd'hui au forum El Moujahid. Aussi, une autre rencontre avec les investisseurs. Ça se passe au CIC, toujours. L'événement est organisé par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Donc, une rencontre avec les investisseurs sur l'appel d'offres relatif à un projet photovoltaïque au Centre international des conférences. Ça se passe aussi au CIC, au Club des Pins. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité d'aujourd'hui et je vous invite à retrouver tout de suite l'invité matinal. Et bonjour Nehla. Bonjour. Donc vous êtes Nehla Khadesh, directrice d'études au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intégration et l'utilisation des énergies renouvelables dans les collectivités locales. Quelle stratégie établie aujourd'hui par le ministère, par le gouvernement? Merci Madame, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Effectivement, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a mis en place une stratégie pour le déploiement territorial des énergies renouvelables au niveau des collectivités locales. L'objectif, c'est de réussir la transition énergétique au niveau local. Vous savez que les collectivités locales, les communes, les wilayas, ils peuvent constituer un acteur essentiel et majeur dans cette transition énergétique. Si on veut que cette transition énergétique soit réussie, il faut impliquer tous les acteurs du territoire et il semble que le bon échelon, c'est les collectivités locales qui sont capables d'appréhender finement les spécificités économiques et écologiques des territoires.
Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que les énergies renouvelables, c'est une priorité nationale. C'est dans ce cadre que notre département ministériel a tracé une stratégie, une feuille de route avec plusieurs axes stratégiques. C'est d'arrêter un programme d'investissement pluriannuel sur le patrimoine des collectivités locales, l'éclairage public, les écoles, les mosquées, les bâtiments administratifs, mais aussi sur les zones isolées et éparses. Il en est où le programme d'investissement? Qu'est-ce que vous avez réalisé à ce jour? Donc le programme d'investissement, il comporte 4 éléments importants. Il y a le programme de réalisation des écoles à énergie positive. Aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée 2018-2019, nous avons réalisé 80 écoles à travers les 48 wilayas dotées d'énergie renouvelable. Il y a aussi un programme qui va être lancé à partir de 2019, c'est pour doter quelques mosquées d'énergie renouvelable et d'économiser la consommation énergétique. Il y a aussi le programme dans les zones éparses et isolées. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le taux d'intégration de l'électricité est de 99%, mais le 1%, il représente des foyers qui ne sont pas raccordés du tout à l'électricité. Voilà. Et comment sont perçus les projets par les acteurs locaux, par exemple par les utilisateurs? C'est une nouveauté en Algérie. En fait, justement, l'objectif du programme qui est arrêté par le ministère de l'Intérieur, c'est non seulement d'alléger la facture énergétique qui est supportée sur les budgets locaux. Aujourd'hui, cette facture représente un lourd fardeau sur ces budgets. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Oui, alors la facture, elle est de 27 milliards de dinars en 2017. Elle représente à peu près 8% de la consommation nationale. Et si on décortique cette facture, on va trouver que l'éclairage public représente 56% de cette facture, suivi des mosquées. Les mosquées, c'est le deuxième poste le plus énergivore dans le patrimoine des collectivités locales. Après, les écoles et les infrastructures administratives. Donc le premier objectif, c'est d'alléger cette facture énergétique dans le cadre de la rationalisation et de l'optimisation des ressources, qui est la nouvelle donne qui est prônée pour les collectivités locales. Est-ce qu'il y a par exemple des wilayas plus prioritaires que d'autres? En fait, la stratégie, c'est sur les 48 wilayas. Après, il y a une priorisation des wilayas des hauts plateaux, des wilayas du sud et des wilayas frontalières, d'autant plus qu'ils ont un potentiel solaire assez important. Et aussi, aujourd'hui, la technologie photovoltaïque, c'est une technologie qui est maîtrisée, qui a connu une amélioration dans le rendement et une réduction des coûts d'installation et de coûts de maintenance. Donc, les collectivités locales, notamment les wilayas du sud et au plateau, doivent prendre les avantages de cette technologie pour développer des énergies renouvelables. Il y a un autre objectif, c'est la protection de l'environnement. Et c'est l'une des missions, c'est l'une des missions principales des collectivités locales, de réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant ces énergies renouvelables. Aussi, cette stratégie ou ce programme d'investissement va permettre surtout de créer un marché local. Parce que si chaque collectivité locale, elle va arrêter un portefeuille d'action, ce portefeuille d'action représente un plan de charge pour les entreprises, les PME, les PMI, notamment celles qui évoluent dans le cadre de l'ANSEJ et la CNAX, qui permet de créer et de l'activité au niveau local, des emplois et de la richesse au niveau local. Donc, c'est-à-dire c'est une stratégie globale qui touche les collectivités locales, mais qui a un impact socio-économique avéré sur les territoires. C'est une stratégie, le programme d'investissement, en fait, c'est un programme d'investissement triennal qui a commencé en 2018 jusqu'à 2020. Donc, c'est une première phase d'amorçage avec des objectifs qui sont réalisables, qui sont crédibles et par rapport aux investisseurs. Quels sont les wilayas pilotes dans cette stratégie? Vous avez commencé... En fait, on a commencé, je donne l'exemple des écoles primaires à énergie positive. Nous avons commencé avec un objectif de réaliser une école dans chaque wilaya. C'est un projet pilote qui va permettre de donner, c'est-à-dire de nous donner un peu d'expérience, de voir comment évolue le secteur. Et nous avons dépassé cet objectif. Donc, avec un objectif de 48 wilayas, on est arrivé à la rentrée scolaire à 80 écoles dotées d'énergie renouvelable.
Donc, on a travaillé beaucoup sur l'implication des élus, des collectivités locales, à travers la formation, à travers les séminaires de sensibilisation. Donc, nous avons formé, par exemple, au niveau des 48 wilayas, nous avons formé des techniciens et des attachés de cabinet dans le domaine des énergies renouvelables. Et nous avons désigné dans chaque wilaya un chef de projet énergie renouvelable qui va suivre ces projets au niveau local. Donc c'est une stratégie nationale qui touche les 48 wilayas. Et qui va toucher éventuellement, certainement, plusieurs secteurs d'activité. Il n'y a pas que l'éducation ou les mosquées, non. Bien sûr, il y a l'industrie par exemple. En fait, il y a le programme national des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Ce programme national, il prévoit la réalisation de 22 000 MW à l'horizon 2030. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà réalisé 23 centrales photovoltaïques qui ont été réalisées par la SKTM avec une capacité globale de 400 MW. Mais comme c'est une stratégie nationale, donc c'est tous les secteurs d'activité qui sont impliqués, y compris les collectivités locales qui constituent un maillon très important. Je donne un autre exemple, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, l'État débourse beaucoup d'argent pour les périmètres agricoles qui ne sont pas électrifiés. Alors que si, c'est-à-dire on opte pour cette énergie alternative, il y a des agriculteurs qui peuvent utiliser des pompes solaires qui ne sont pas très chères et qui ont un rendement très important et qui sont écologiques, c'est-à-dire qui n'ont pas un impact sur l'environnement, alors qu'aujourd'hui, ils utilisent des générateurs avec le diesel qui sont très polluants, qui sont très chers, qui nécessitent le transport du diesel sur des kilomètres et c'est-à-dire à la longue, ça va leur coûter quand même assez cher. Donc tous les secteurs d'activité doivent travailler dans cette politique gouvernementale sur la base des orientations de son Excellence Monsieur le Président pour ériger une stratégie dans ce domaine. Et nous, de notre part, pour notre secteur, l'objectif pour nous, c'est non seulement d'assurer un taux d'intégration appréciable des énergies renouvelables dans le patrimoine des collectivités locales, avec un éclairage public performant, avec des mosquées vertes, avec des écoles à énergie positive, des bâtiments administratifs performants. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience? Oui, effectivement. On a eu des réalisations. J'ai parlé des écoles primaires. Donc, on a réalisé 80 écoles. Ça nous a permis d'avoir un retour d'expérience. On va élargir ça l'année prochaine. On veut réaliser 750 écoles avec énergie renouvelable. Est-ce que, par exemple, il y a une facture qui a été allégée? Comment l'évaluation se fait? Oui. Je donne un exemple. Par exemple, pour l'éclairage public, qui est le poste le plus énergivore dans le patrimoine des collectivités locales. Nous avons procédé, premièrement, par la substitution des lampes. Donc, quand on substitue les lampes à mercure par des lampes à sodium, on réussit à réduire la facture de 30%. Quand on substitue les lampes à mercure par des lampes LED, on peut diminuer de la facture de 80%. C'est une action qui est très, très simple, qui est à la portée des collectivités locales. Nous avons travaillé beaucoup sur la sensibilisation des élus, des cadres locaux, pour qu'ils adhèrent à ces programmes, pour qu'ils les exécutent. C'est un projet national, même universel. À votre avis, où se positionne l'Algérie par rapport aux autres pays du Maghreb dans ce domaine? En fait, la transition énergétique, il faut savoir que c'est un processus sur le long terme. C'est un processus qui touche tous les aspects du développement durable et tous les aspects de lutte contre les changements climatiques. Donc l'Algérie aujourd'hui, elle a tracé une stratégie. Cette stratégie, elle est appliquée par plusieurs secteurs d'activité. J'ai parlé tout à l'heure de la Sonelgaz qui a déjà réalisé 400 MW avec les énergies renouvelables. On est positionné, on est deuxième en Afrique en termes de capacité installée. Il y a d'autres secteurs, il y a l'intérieur qui travaille pour aussi augmenter ce taux d'intégration des énergies renouvelables sur le patrimoine des collectivités locales. Et aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le Sonelgaz qui va lancer aussi les 150 MW bientôt pour les investisseurs privés. Donc, on avance assez bien dans le développement de ce secteur. Doucement mais sûrement. Voilà. Merci beaucoup à vous, Nehla, d'avoir accepté notre invitation. Merci de répondre à nos questions. Voilà, c'était l'invité matinal. C'est à vous, Radia.
Merci beaucoup, merci Nedjma, merci également à votre invité aujourd'hui. Sans plus tarder, retrouvons les invités suivants, mesdames, messieurs. Pour commencer, nous célébrerons à notre tour et à notre manière dans Bonjour d'Algérie cette journée nationale de la presse avec un invité qui va nous rejoindre dans un petit moment. Mais avant, place à la musique, à une chanson signée Groupe Day, le groupe Day qui nous interprète tout de suite Maria. C'est sur cet air festif du groupe Day que nous ouvrons justement une page commémorative, mais aussi une célébration donc de cette journée consacrée à la presse nationale. Et pour en parler, j'ai plaisir à recevoir ce matin Monsieur Abdelmajid Bekouche. Vous êtes conseiller du ministre donc, de tutelle, du ministre de la Communication. Oui, bienvenue. Merci. Et merci de célébrer avec nous cette journée consacrée au journalisme et au métier de la presse. Merci de m'inviter en cette journée qui célèbre la presse, qui célèbre la corporation, les journalistes, leur métier, leurs efforts pour que chaque jour l'information parvienne aux citoyens.
Oui. Merci. En fait, un petit rappel historique. Cette journée est célébrée depuis 2013, année durant laquelle le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait décrété justement cette journée comme étant consacrée à la presse nationale dans toute sa diversité. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu des objectifs d'une telle journée, de la célébration d'une telle journée et la portée d'une journée? Oui, cette décision d'instituer la journée du 22 octobre comme journée nationale de la presse est sous-tendue par toute une vision de la part de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a voulu d'abord marquer et immortaliser un moment, celui de la naissance d'un journal, le journal algérien, qui a été le premier à représenter la presse algérienne. Et puis aussi rendre un hommage, un vibrant hommage à ces premiers journalistes qui ont donné par le sang et le texte leur vie, qui ont consacré leur première jeunesse à la lutte de libération nationale. Oui. Et puis, bien sûr, pour rendre hommage aussi à la corporation qui, durant les premières années de l'indépendance, et plus tard, durant la décennie noire, et bien sûr aujourd'hui, sont en train d'œuvrer pour que l'Algérie se développe, pour que l'Algérie émerge, pour que l'Algérie consacre la liberté d'expression. Oui, on va peut-être souligner justement ce nouveau titre qui est paru en 1955. C'était El Muqawama al-Jazairiya, donc organe du FLN, organe de l'ALN à l'époque. Donc c'était vraiment un relais des plus précieux, puisque c'est vrai que les voix de la presse de l'époque, pour citer par exemple Henri Alleg, qui a subi les affres de la torture, ou encore Benzine, dont l'histoire a été relatée dans le cinéma algérien tout récemment. Oui. Ces journalistes de la première heure ont donné l'exemple, ont donné le là à ceux qui ont suivi. Oui, leur voix, leurs plumes résonnent encore, on les voit encore, on les vit encore, on en reparle, et le mieux qu'on puisse offrir à ces gens, et le président de la République l'a fait, c'est d'immortaliser leurs souvenirs à travers justement cette journée. Puisque aujourd'hui, avec vous, on en parle et on continuera d'en parler. Oui, c'est vrai que la presse, c'est quand même est qualifiée, les médias de manière générale sont qualifiés de quatrième pouvoir. Donc c'est dire un peu le poids, aussi la contribution de la presse dans le cheminement d'une nation. Là, je devine que vous m'invitez à à évoquer le message très fort, très puissant du président de la République d'hier, où il a carrément donné le temps à un rôle, à une mission dévolue à la presse nationale, qui est celle d'être une gardienne vigilante dans tous les domaines, pour que l'Algérie avance, pour que l'Algérie se débarrasse des fléaux dont elle souffre, pour que cette presse puisse devenir une véritable institution, parce que c'est ce qu'on comprend d'après le message du président. C'est une véritable institution qui est aujourd'hui invitée à jouer pleinement son rôle. Et le message le plus fort, c'est que le président leur a signifié à ces journalistes, il a signifié à cette presse qu'elle est sous la protection de Dieu, sous sa protection et sous la protection de la loi. C'est vrai que les lois sont les garantes un petit peu des droits des journalistes. Il y a eu plusieurs lois promulguées dans l'histoire de l'Algérie indépendante, notamment la loi 90 qui avait un petit peu mis les jalons par rapport à la presse indépendante, entre autres. Cette presse indépendante s'est déployée depuis. On a vu un petit peu un florilège de titres voir le jour. On en est à 150 ou peut-être plus, je ne sais pas en fait le chiffre. Vous parlez de quotidien. Les Lorsque quotidiens, vous dites 150, vous parlez de quotidien. quotidien. De la presse écrite en tout cas. Bien plus, oui, bien plus bien que ça. Plus. Ils sont à peu près peut-être plus de 400 titres, oui. entre mensuels, trimestriels, bimestriels, hebdomadaires et quotidiens. Mais ils sont beaucoup moins en tant que quotidiens parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des titres qui ont fermé du fait de la crise. Mais je vais vous dire, vous parliez d'évolution de la presse depuis l'avènement du pluralisme médiatique. Je vais vous dire que la presse a évolué, certes, et elle a évolué dans un moment difficile qui est celui des années 90, mais depuis presque 20 ans,
la presse a connu un saut qualitatif extraordinaire, que ce soit en termes d'exploitation des moyens ou en termes de pratique de la profession. Et le moment le plus fort qui a consacré le devenir de cette presse, ça a été la révision de la Constitution qui a définitivement mis la presse à l'abri du délit de presse. Oui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce qui a permis aussi un florilège aussi de télévision privée d'émerger sur la scène justement médiatique algérienne et d'avoir une voix donc dans cet espace d'expression, je dirais. Oui, ça foisonne d'expression, de diversité, de richesse, d'un contenu algérien que nous voulions algérien. Aujourd'hui, ce paysage médiatique est en devenir, nous lui souhaitons de se professionnaliser davantage, d'acquérir en savoir-faire et en éthique et en déontologie pour répondre à une demande de plus en plus exigeante d'un public algérien alerte et avisé. Je voulais justement à ce titre évoquer le point d'orgue de cette journée avec vous. Oui, j'allais vous dire, vous venez aussi à votre tour de me tendre une perche en parlant de professionnalisme, puisqu'il s'agit aussi, dans cette célébration, dans l'ensemble des activités qui vont marquer cette journée, il y a ce prix du président de la République qui est décerné aux journalistes professionnels. C'est le prix par excellence, celui de son Excellence le Président de la République. C'est le prix du Président de la République, du journaliste professionnel. Et ce prix, on est à sa 4e édition, et cette édition est un peu particulière. Pourquoi particulière? Parce que nous avons le ministère de la Communication, le ministre de la Communication a décidé a choisi le thème du vivre ensemble en paix, qui a été le thème que l'Algérie a réussi à l'unanimité à placer à l'ONU, qui marque une journée, la journée du 16 mai, comme journée du vivre ensemble en paix. Nous avons choisi ce thème pour engager les journalistes dans une vision qui a de toute façon engagé et le président de la République dans le processus de réconciliation nationale et l'Algérie dans ses efforts de paix et de vivre ensemble. Donc c'était un thème très engageant pour la presse et pour les journalistes, et nous avons enregistré une participation record. Durant laquelle des travaux de qualité ont été présentés. D'ailleurs, le ministre n'a pas manqué d'en parler hier. 300 participants entre 270 et 280, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un chiffre record. C'est excellent, c'est excellent. Mais c'est vrai que la thématique du vivre ensemble en paix est une thématique vraiment que prennent à cœur de nombreuses ONG, de nombreuses associations à l'échelle nationale qui ont fédéré en tout cas la corporation des journalistes, les élites, où qu'elles soient, et qui a permis une réflexion sérieuse sur justement la manière de vivre ensemble avec ces différences. Absolument, d'autant plus que l'Algérie est aujourd'hui un modèle du vivre ensemble en paix. Bien que nous ayons vécu ce que nous avons vécu, nous avons su nous redresser grâce à la politique de réconciliation nationale et par la pratique du pardon qui est au fondement de notre culture, nous avons réussi à revivre ensemble en paix, et nous fournissons aujourd'hui, à travers cette réalité, un modèle aux nations dans le monde entier. Et quoi de mieux que la presse pour véhiculer justement toutes ces valeurs, pour aussi véhiculer les réalités, parce que quand on ignore l'autre, on a tendance à le craindre ou à avoir peur. Mais la presse met à nu toute la réalité de la nation algérienne, dans toute sa composante, dans toute sa diversité, et il y a une place pour tout le monde dans la presse. Eh bien, vous avez raison de le signaler, d'autant plus que dans son message, le président de la République a invité la presse à tout voir, à tout dire. Bien sûr, elle n'a pour seule limite que celle que lui fixe la loi, mais elle a la possibilité et le devoir, le président l'a bien précisé, de tout dire, de tout voir, pour œuvrer et participer, contribuer avec les autres institutions fortes de la République au développement de la nation et à l'endiguement des fléaux qui minent notre pays. Oui, donc la remise des prix justement du journaliste professionnel, donc cette cérémonie, parlons-en, ce sera aujourd'hui.
C'est programmé pour aujourd'hui dans la soirée à partir de 18 h au Centre international de presse à Abdelatif Al-Hal. Et bien sûr, toute la corporation est invitée dans les limites du possible, bien sûr. Mais chaque média, soyez-en sûrs, sera représenté, d'autant plus que le ministre de la Communication a décidé d'inviter tous les lauréats, plutôt tous ceux qui ont participé au prix, pour les honorer, pas parce qu'ils ont tous gagné, ça n'est pas possible, mais parce qu'ils ont eu le mérite d'avoir fait l'effort de contribuer par des travaux de qualité. Et ce sera une occasion, c'est vrai que cette journée rend hommage aux pionniers justement de la presse algérienne, mais cette manifestation donnera l'occasion aussi de revenir d'un recueillement sur justement à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Donc vous allez probablement rendre hommage justement aux journalistes qui nous ont quittés ces dernières années. Celui vraiment qui vient de nous quitter, qui tout récemment, c'est M. Brahimi, donc qui a donné énormément dans la formation des journalistes. Des générations de journalistes ont été formés par ce grand monsieur de la presse nationale. Oui, je risque d'en oublier pour ceux qui méritent notre hommage cette année, mais vous avez raison, Allah yarhamou, M. Brahimi, et bien d'autres, Yazid Aït Hamadouche qui nous a quittés cette année, Youssef Tash, et d'autres. Vous savez, l'hommage sera rendu à ceux qui ont donné leur vie pour l'Algérie aux premières heures de la lutte de libération. L'hommage sera rendu à ceux qui ont disparu sous les armes assassines du terrorisme aveugle. Et puis l'hommage sera rendu à ceux qui nous ont quittés cette année. Oui, et c'est vrai que vous avez cité Yazid Aït Hamadouche. Il incarne bien cette génération actuelle, une génération qui a vraiment eu le courage justement de continuer, de donner le meilleur d'elle-même et d'afficher quand même une identité propre, une identité du jeune Algérien actuellement, c'est-à-dire tel qu'il est. Oui, Yazid Aït Hamadouche, il incarnait cette génération qui a pu dépasser les limites de ce que cette génération peut avoir comme limite pour incarner la génération qui a su, ou plutôt pour incarner ces journalistes qui ont su reprendre le flambeau pour être à la hauteur de ce métier. Voilà, et vivre vraiment leur époque avec les outils de leur époque et donc la technologie entre autres. Ça me permet aussi de finir sur cette note de modernisation des moyens de communication en Algérie. Donc on assiste aussi à l'ouverture sur le net de cette presse nationale. Oui, vous savez, moi j'ai toujours pensé et je continue de le penser et de le faire, que le métier de journalisme est une question de contenu. Oui. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de possibilité de s'imposer en tant que journaliste, en tant que corporation et aussi en tant que nation. Nous devons créer un contenu de qualité. Maintenant, tous les vecteurs technologiques qui ont émergé, ce sont des outils. C'est de la tuyauterie qui va porter ce contenu. Donc l'enjeu aujourd'hui pour cette presse, on n'en est plus à la phase où il faut se dire il faut passer du papier au numérique, il faut passer des sites d'information électronique aux réseaux sociaux. Non, nous sommes à la phase où il faut dire aux journalistes vous êtes les professionnels, vous êtes les véritables médiateurs de l'information, soyez présents là où vous avez un lectorat, soyez présents pour viabiliser vos activités là où il y a des annonceurs, donc soyez présents dans les espaces virtuels pour imposer votre sens du métier et votre sens de l'éthique et de la déontologie. L'Algérie en a besoin. Merci. Donc c'est sur ces paroles que nous allons clore cette séquence consacrée au 22 octobre, décrétée donc depuis 2013 comme Journée nationale de la presse. Merci infiniment Abdelmajid Bekouche. Je rappelle que vous êtes conseiller du ministre de la Communication, donc ministre de la tutelle, et à travers votre présence, je salue l'ensemble de la corporation. Je vous souhaite bonne fête à tous et bonne continuité dans tous les combats que vous avez entamés depuis le début de vos carrières respectives. Donc merci et passez une excellente journée. Je vous remercie. Bonjour d'Algérie se poursuit, mesdames, messieurs. Dans un moment, nous recevrons d'autres invités. Cette fois-ci, ce seront des dames. Mais voilà, juste avant, voici une petite transition. Dersour, qui s'élève au milieu du désert, entouré de dunes. Voilà donc un tableau qui a ébloui les membres d'une délégation étrangère venue découvrir les régions de la Saoura, du Touet et de Gourara.
Des journalistes, mais aussi des représentants d'agences de voyage à la recherche d'un nouveau circuit touristique à proposer à leurs clients. Il a tout pour séduire. Hein. Pour nous, déjà, c'est un retour aux sources, un début de retour aux sources, parce que plus on descend au sud et plus on revient un peu sur les origines du tourisme, hein, d'aventure. Donc voilà, plus on descend et plus on retrouve les dunes, le Grand Erg occidental, et mieux on se sent. Les gens sont toujours aussi adorables et accueillants. Je suis émerveillée par la beauté des paysages, par la grandeur de l'histoire, par l'accueil des habitants. Et tout cela me porte dans la conviction, une fois encore, qu'il y a un potentiel pour développer le tourisme assez extraordinaire dans ce pays. Lors de cette tournée, les membres de la délégation ont fait plusieurs arrêts à la découverte des oasis de Tarit, Bni Abbas et Iglia Béchar. Ils ont découvert des sites, mais surtout des gens exceptionnels. On est accueillis par les gens, il n'y a pas de harcèlement touristique, on est dans un rapport honnête avec toute une population. Il y a des millions, des centaines de milliers de kilomètres carrés vides, en face d'une Europe où il y a 500 millions d'habitants qui s'entassent. Il doit y avoir un système de vases communicants, il faut que les gens puissent venir ici. Timimoun, l'oasis rouge, était elle aussi prévue dans le programme. Ces visiteurs ont pu découvrir la Fougara, un système d'irrigation complètement unique développé par la population locale, mais aussi les soirées traditionnelles pour clôturer leur visite. Quel plaisir de revoir les habitants de Timimoun, donc cette perle du sud algérien qui est absolument à visiter en cette saison. Elle est propice cette saison aux grandes virées dans le sud algérien. Et tout de suite, je vous propose la virée dans l'univers d'une jeune styliste qui vient de me rejoindre. Bienvenue à vous, Nassera Hadiet. Bonjour, merci. Ça va? Un peu le trac? Oui, un peu, c'est mon premier passage TV, donc oui. Alors, il y a énormément de baptêmes cette semaine. Énormément. J'ai l'impression de vivre un conte de fées et voilà, j'ai pas encore eu vivez-le pleinement, voilà. Vivez-le pleinement, vous le méritez. Vous avez dû travailler dur pour votre premier défilé déjà. Oui, mon premier défilé, ma première collection. Et oui, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais pas énormément de temps pour me préparer. Et j'ai fait des nuits blanches, mais ça a payé et je suis très 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 heureuse. Excellent. Donc c'était jeudi dernier, donc le baptême, les podiums, donc les mannequins, donc le glamour était vraiment présent lors de la Fashion Week à Alger. Oui. C'est bien cela? Oui, voilà. Ça s'est passé jeudi dernier soir à l'hôtel Al Jazair. Ça s'est très très bien passé, c'était formidable, on avait tout à disposition, les mannequins, les maquilleurs. Moi je suis arrivée avec mes vêtements, avec beaucoup de trac parce que je savais pas, j'avais jamais essayé, déjà vécu ça, et puis même pour les vêtements, je les avais pas essayés avec les mannequins avant, donc c'était la surprise et j'en ai eu que des bonnes. Voilà. Donc j'imagine que vous avez travaillé en coulisses en préparant justement la séquence consacrée à Nassera Hadiet. Oui. Ça a dû être laborieux, mais c'est bien, c'est un stress qui est stimulant. Oui, ça on peut pas dire le contraire. On n'a même pas le temps de vraiment réfléchir, ça se passe tellement vite et non, c'était une expérience formidable. Vous vous êtes senti un petit peu dans la peau de tous ces couturiers qui étaient vos idoles quelque part. Oui, finalement, non? Oui. Mais avant, jeune, je rêvais de vivre ça, mais jamais j'aurais cru que ça allait m'arriver. Oui. Alors cette passion pour justement la haute couture, pour la création en termes justement vestimentaires, comment elle est venue vers vous? Ou est-ce que... Quel a été le déclic? Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Je suis fille de couturière. J'ai depuis toujours dessiné des modèles que ma mère me reproduisait. Bon, j'étais pas toujours contente du résultat. C'était toujours un peu plus long, un peu exigeante quand même. Mais ça a toujours été un rêve, mais justement, je pensais jamais pensé que ça pouvait être atteignable. Donc moi, j'ai fait des études de droit. Mais est-ce que vous avez mis la main à la pâte quand maman préparait, confectionnait? Enfin, un tout petit peu. Mais je pense que adolescente, j'étais un peu rebelle et
j'ai un peu rejeté ce côté couture qui était destiné aux femmes comme un travail un peu ménager. Donc, et d'ailleurs, maintenant, je regrette énormément. Je me dis, j'aurais dû m'y mettre aussi, comme mes cousines, comme mes copines de mon âge. J'aurais pu acquérir de l'expérience plus tôt. Mais bon, c'est jamais trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Il y a des talents qui se sont révélés à des âges beaucoup plus avancés. Oui. Vous êtes encore à la fleur de l'âge, donc là, c'est si on veut. Oh là là, mon Dieu. Vous faites partie de ceux qui se disent ah ça y est, c'est bon, c'est non. Non, sinon j'aurais jamais fait une reconversion professionnelle, mais. Fleur de l'âge. Donc des droits, voilà, vous avez fait des études en droit, vous vous êtes retrouvé dans une formation de styliste. Voilà, j'ai décidé justement de faire ce que je voulais, vraiment, réellement, de réaliser mon rêve de petite fille. Et donc, je suis retournée à l'école et j'ai fait une formation de 2 ans qui m'a permis de décrocher mon diplôme de styliste modéliste. Aujourd'hui, vous êtes notre modèle sur le plateau de Bonjour d'Algérie puisque vous êtes vêtue d'une Je porte une blouse, bon, le jean, évidemment, c'est pas moi, mais la blouse que j'ai appelée Radia, d'ailleurs. Le nom, je donne des prénoms à toutes mes créations. Et cette blouse s'appelle la blouse Radia. C'est un hasard. Hein. Ah, bah, c'est bien, le hasard fait bien les choses. Qui sait, peut-être que je vous commanderai la même blouse un jour. Avec plaisir. Elle est très jolie si en tout cas. Plaît, bien sûr. En tout cas, c'est très sobre. C'est très sobre. Il y a un travail décoratif sur les manches. Qui est d'inspiration tlemcenienne. Oui, je suis d'origine c'est vrai, les manches. C'est les manches, c'est le kmem en fait. Les manches, c'est vrai que c'est souvent en tulle ou en. Voilà, comment on appelle ça? C'est la maille. Ça, c'est du tulle. Là, c'est du tulle et c'est perlé de paille, de sequin. Très bien. Donc, comment échapper à cela quand on est tlemcenienne? Difficilement. La jeune fille tlemcenienne. Voilà, sauf que j'ai voulu y échapper, de faire les choses autrement pour y échapper, mais ne pas l'oublier complètement. Ah, voilà. Bah ça, c'est excellent comme réflexion. En tout cas, voilà l'esprit un petit peu de votre collection. C'est du moderne, inspiré un peu des roots. Voilà, c'est du moderne avec une touche algérienne. Voilà. Très bien. Vous avez amené avec vous quelques modèles. Oui. Celui-ci est un manteau, il me semble. Oui. Je pense que la caméra va pouvoir suivre le modèle qui est au milieu. Donc, vous avez travaillé sur 2 tons, donc un gris clair et un non, bordeaux, alors en fait, blanc. l'esprit de ma collection, c'est d'utiliser soit des ornements comme les broderies d'inspiration algérienne, ou bien de travailler sur des tissus purement algériens, de différentes régions d'Algérie. Donc le manteau blanc est fait avec le tissu de l'haïk, en fait. D'accord. Et l'ornement, c'est la guipure, la petite dentelle à l'aiguille, les petits losanges. Très bien. Mais et quand vous dites le haïk, c'est-à-dire le haïk avec le fil de soie? Oui. C'est de la soie? Donc... Oui. Oh, c'est d'un grand raffinement dans ce cas. C'est beau. C'est vrai que le dernier détenteur de ce savoir-faire était tlemcenien. Oui. C'est à Tlemcen qu'il y avait les derniers ateliers. C'est difficile à trouver, mais ça existe encore. Ça existe encore. À Tlemcen, il y a aussi beaucoup le mensouj, un autre tissu. Aujourd'hui, j'ai pas d'exemple. Toujours à base de fil d'or et de tissé soie. Vraiment au métier à tisser. Et c'est en même temps métissé entre 2 ou 3 fibres différentes et qui sont très élégantes et qu'on voit dans la tenue vestimentaire tlemcenienne portée par la mariée. Voilà, exactement. Sauf que justement la tenue vestimentaire tlemcenienne, elle est portée lors de mariage. Et moi j'avais envie de sortir de ce carcan, de porter les vêtements que pour les mariages. Je veux qu'on puisse les porter ailleurs, plus facilement et à tous les âges. Un petit peu comme ça s'est fait pour le caftan, donc qui un petit peu a pris sa place dans le quotidien, dans les créations vestimentaires, du prêt-à-porter, etc. Donc là, vous avez aussi une très jolie robe noire qu'on va pouvoir peut-être détailler en images. Et si vous pouvez nous dire un mot sur ce modèle, et peut-être qu'il a un prénom lui aussi. Yasmine. Yasmine. Oui. On va Yasmine. voir Alors, Yasmine ce modèle, dans les coulisses. Oui. Sûrement. Ce modèle reprend la même idée, donc avec des manches qu'on appelle kmem, et j'ai essayé de reproduire également le motif des perles, du perlage, les motifs du caftan tlemcenien traditionnel, mais en l'allégeant bien sûr. Et c'est une robe de cocktail qui peut être autant portée par une Algérienne ou qu'une Européenne une femme. Voilà, une femme qui aime les vêtements raffinés, l'élégance. Voilà.
Très bien. Vous utilisez donc des tissus, vous vous inspirez des tissus employés dans la tenue traditionnelle, vous me disiez en coulisses, à l'image aussi de cette, je ne sais pas si c'est un ensemble, un blouse avec et la jupe. photo. Il y a une blouse et une jupe, alors c'est fait avec le tissu qu'on utilise pour les robes kabyles, et la jupe est faite avec le tissu de fota kabyle. Très bien. Mais j'ai toujours eu... Et un peu léger, c'est léger, c'est Oui. pas très surchargé. Voilà. Donc J'essaye d'alléger au c'est maximum, bien sûr. un peu plus allégé, donc facile à porter au quotidien, j'imagine. Exactement, voilà. Mais c'est quand même excellent. C'est quand même élégant, je trouve. C'est une jupe portefeuille, donc. C'est une jupe portefeuille, parce que je voulais reprendre l'idée de le fota qu'on attache sur la robe. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Donc, dites-moi, votre création, celle que vous portez vraiment dans votre cœur, celle qui vous a vraiment complètement inspiré, c'était quelle création? Est-ce que ça faisait partie de la collection présentée jeudi dernier? J'ai un coup de cœur, moi, pour le hayek, celui que j'ai appelé le hayek. Il est beau, hein? Mais en fait, c'est mes bébés, donc j'ai du mal à choisir un modèle plus que d'autres. Pour moi, s'ils sont là, c'est que c'est vraiment sorti du cœur plus qu'autre chose. Et quand je les vois ailleurs que dans mon atelier, là où je travaille, ça me fait toujours quelque chose. Je me dis, ah, c'est moi qui fais ça. Ça va être de grandes émotions oui. à l'avenir. Ah là là, c'est peu de le dire. En tout cas, votre sœur m'a confié, donc voilà, m'a confié quand même, elle m'a fait part de quelque chose de très particulier, d'un moment qui vous a unis toutes les deux, et donc vous avez confectionné la robe de mariée de votre sœur. Oui, de ma jeune sœur. Oui. Ça a été ma première réalisation. Je venais de sortir de l'école, j'avais encore rien fait toute seule, et j'ai décidé de lui offrir sa robe de mariée. Donc j'ai stressé, mais jusqu'au jour J. Parce que je me disais, c'est un jour très important dans sa vie, il ne faut pas que je me loupe. Et en fait, une fois qu'elle l'a portée, et de la voir là, le jour de son mariage avec cette robe, c'était c'est indescriptible, vraiment. Oui, j'imagine, il a dû y avoir des larmes. Ah oui, faudrait pas recommencer là. Non, ça va, là j'ai eu le temps de... Il y a eu le recul. Oui, il y a eu le recul, et puis je regarde les photos à chaque fois et je me dis, c'est moi qui ai fait ça. Alors revenons un peu à jeudi dernier. Jeudi dernier, donc vous étiez vraiment sous les projecteurs. Oui. Est-ce que le public a applaudi vos créations au passage des mannequins? Oui, j'ai été applaudie. Bon, alors, au passage des mannequins, je ne sais pas trop parce que j'étais en backstage et je n'ai pas vu grand-chose d'ailleurs. Hein. Mais alors, je me rappellerai toute ma vie du moment du final où je suis sortie, où j'ai été applaudie. Et quand c'est la première fois que ça vous arrive, on se rappellera, je me rappellerai toute ma vie. J'imagine. C'était donc votre premier défilé de mode, Nassera Hadjet, et certainement que d'autres vont suivre. Vous allez maintenant que vous avez goûté, j'imagine que ça va. Ah oui, après, se renouveler, vous allez récidiver. Je ferai tout pour, en tout cas, j'ai déjà des projets pour la suite. Pour la suite. Mais dites-moi, comment vous arriverez donc à partager davantage? Bon, lors d'un défilé, c'est vrai qu'on montre les créations, mais j'imagine que vos ambitions, c'est d'aller plus loin. Oui. C'est que des personnes puissent acquérir cette collection. Évidemment. Voilà, des pièces de cette collection. Donc, comment allez-vous procéder? Est-ce que vous avez déjà des relais? Alors, pour le moment, sur Internet, mais des moyens assez simples. Hein. Elle a une page Facebook, un compte Instagram. Donc la page Facebook c'est Nassera H, Instagram c'est Nassera Hadjat, et je compte maintenant que j'ai de la matière, des photos, créer un site internet. Voilà, excellent, donc je pense que ça va être un bon relais pour un démarrage. En attendant, votre propre atelier et puis pourquoi pas boutique. Ouais, voilà, c'est mon rêve, c'est d'avoir un atelier, boutique, showroom Alger et un à Paris. Mais bon, si je pouvais commencer par Alger, ça serait super. Oui, à Paris, c'est un coworking que vous avez voilà, lancé je suis dans un atelier en coworking. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que je suis aux côtés d'autres créateurs et on apprend, chacun apprend de l'autre. Et en plus, il y a une très bonne ambiance et on est dans un atelier maintenant où on a un showroom aussi. Très bien. Donc je pourrais exposer aussi, montrer mes créations.
D'accord. Donc, au-delà de cette vitrine, vous allez surtout acquérir les bases du marketing. Oui, il faut, là, il faut que je m'y mette. Là, il faut que je m'y mette. En tout cas, bravo et d'avoir justement, de vous être lancé, donc Nassera, donc d'avoir concrétisé ce rêve. Merci. Le rêve continue certainement pour vous et vous ferez le plaisir de beaucoup de dames qui auront bien sûr les mêmes goûts que vous, on l'espère. J'espère toucher le plus de dames possible. Très bien, donc je rappelle quand même que vous étiez, mesdames, messieurs, en compagnie de Nassera Hadjet, jeune styliste très prometteuse. Merci donc encore une fois, Nassera. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de même une très bonne journée. Et on va passer à l'invitée suivante grâce justement à un sujet qui va nous planter le décor également et puis nous aider à découvrir un autre talent, celui d'Alexa. Alexa qui fait dans la récupération d'objets à qui elle donne une nouvelle âme. Donc voyons un petit peu la dextérité de cette jeune artisane découverte et présentée par Lilia Ben Nasser. La base, c'est vraiment les baguettes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc je découpe mon papier journal, suivant là c'est plus du noir et blanc, là ce sont des feuilles couleurs, pour faire les différents bâtonnets. Après il y a différentes tailles, suivant les créations que je veux faire. Voilà, en fait il y a énormément de possibilités, suivant les idées. J'en laisse des blancs quand si je dois créer, si je dois les peindre, si je veux faire des créations que je peins, ou sinon quand je laisse à l'état brut. Transformer et réutiliser ce que nous jetons au quotidien. Et notre invitée suivante est dans le même univers, l'univers du beau, l'univers des arts plastiques de manière générale. Il s'agit de Souad Bibi que j'ai plaisir à recevoir. Bienvenue. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, oui. Vous avez choisi de quitter un peu les sentiers battus pour avoir une manière de faire quand même insolite par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire que vous allez vers votre public. Exactement, oui. Je suis sortie carrément des galeries, des musées pour aller vers... pour être accueillie par le public. Très bien. Ouais. Un peu rock dans votre tête. Oui.
Et c'est d'ailleurs l'intitulé un petit peu de votre dernière, comment dire, dernière performance, on Oui, dira Rock the Street. Ouais. Rock the Street. Ouais. Voilà, vous le dites si bien en anglais, parce que en fait, Rock the Street, c'est carrément une exposition ambulante. Qui a duré 3 heures. 3 heures. Ouais. C'était un 1er octobre. Enfin. Donc, l'idée, c'était de sortir pour... l'idée, c'était l'action avant tout, pas l'exposition. Mais après, pour faire l'action, il fallait des peintures et tout. Donc, comme j'avais 10 peintures prêtes, donc j'ai fait appel à 10 femmes et des filles pour qu'elles viennent m'aider pour qu'on puisse réaliser ce projet de performance. Donc, elles sont venues, on est sortis tous ensemble. Et... Un peu comme votre t-shirt. Oui. Rien n'est laissé au hasard avec vous. Hein, Tout est calculé. Tout est calculé parce que là, vous étiez justement comme ça. Vous vous suiviez. Ouais. En fait, parce que je fais aussi des performances hayek, on a fait même la même scène aussi en hayek. Donc, à chaque fois que je fais une action un peu... disons pas bizarre, mais bon, un peu spécial, oui, insolite, je fais ça. Ben voilà, donc, sauf que c'était des dames qui étaient dans la rue, vous étiez toutes des dames, charmantes dames, portant non pas des banderoles de manifestants, mais plutôt des œuvres d'art. Exactement. Et c'était donc, on ne voyait pas le visage de celle qui porte, c'était la toile un petit peu le visage. Mais on parlait avec les gens. On le voit à l'image, on vous voit à l'image à l'instant, c'est de l'autre côté, donc on voit justement toutes ces dames. Et comme la distribution des œuvres s'est faite aussi en fonction du vêtement porté par chaque dame. J'ai l'impression que vous avez joué là-dessus. La personnalité aussi de chaque personne. En fait, il faut juste mentionner qu'il y avait un seul mec avec nous. Ah, quand même. C'est Nasreddin qui voulait. Oui, en short vert, on le voit à l'image. On le voit. Mais à culpa. J'espère qu'il me pardonnera. Donc, allez, donc il y avait des dames et des messieurs. Donc, un monsieur. Oui, très bien. Donc, et quelle a été donc la réaction du public? Il venait vers vous, donc il discutait avec vous? En fait, j'avais d'autres expériences de performance en ville, mais la dernière Rock the Street était vraiment unique parce qu'il y avait l'échange avec les gens et le public à l'extérieur. Donc il y a ceux qui ont venu pour avoir des explications et tout, d'autres qui ont gardé toujours cette distance entre eux et la galerie ambulante. Donc c'était, en fait pour moi c'était comme une... Ils prenaient des selfies, des photos? Oui, c'était au Square que les jeunes ils sont venus pour prendre des selfies comme qu'ils sont dans une galerie en train de... C'était cool. C'était cool. Génial. Donc, vous avez parcouru Alger, les ruelles d'Alger, en partance du Telemli, donc le quartier donc, qui est en hauteur par rapport au centre-ville, et vous avez déambulé avec vos œuvres. C'était bien cela? Ouais, on a fait même une pause station-galerie, c'était à la station de bus de Missonnier. Très donc bien. On est resté 10 minutes à Cagnes, les gens... Ils ont quitté la station pour admirer les œuvres de l'extérieur. C'est vrai que la place Hoche, elle offre cette possibilité parce qu'elle est un peu spacieuse. C'est à côté d'un arrêt de bus, effectivement, au cœur d'Alger pratiquement. Donc c'était bien. Ça va. Et après, donc la dernière étape, c'était la Grande Poste, peut-être? Non, Pebloued, je pense. On n'a pas pu terminer jusqu'à Pebloued parce qu'on a trop tardé. Donc on est arrivé au Square. Après, on est retourné, on a pris un autre chemin pour retourner à la Grande Poste. Oui. Au Square Port Saïd, donc vous avez marqué cette dernière halte. Vous n'avez pas été jusqu'à Bab el Oued. Et comment ça s'est passé au niveau du Square, où vraiment il y a plus d'hommes que de femmes? Il y a plus d'hommes que de femmes, oui. Et c'était en fait... je peux pas traduire l'émotion en mots parce qu'il fallait vraiment vivre l'instant. Mais franchement... Vous allez quand même faire l'effort. Hein, oui. Là, pour nous, hein. Mais il faut dire que les jeunes, ils ont beaucoup apprécié ce happening a plu parce que c'était très simple, mais quand même ça attire l'attention de voir ces femmes un peu différentes, parce qu'on ne voit pas leur visage, on voit des œuvres quand même comme ça qui cachent les visages. Il y en a pas qui ont essayé comme ça d'aller en dessous, de voir qui se cachait derrière le tableau. Quelques petits curieux, les jeunes. Quand ils nous posent des questions, on répond toujours derrière la toile. Donc on dit que c'est le personnage sur la toile, c'est un personnage. Donc
elles étaient en train de répondre derrière l'étoile. Très bien. Donc ça a dû être mystérieux. Là, c'était vos sorties en Hayek dans les ruelles d'Alger. Ça a permis quand même de revoir cette tenue ancestrale mise en valeur par la jeune génération. C'était excellent, comme avec les petits couffins aussi, comme et en fait, j'organise ce genre d'événement depuis 2013 et à chaque année, l'année passée, j'ai pas fait parce que on a fêté 5 ans d'existence. Je leur ai dit, il faut qu'on passe à autre chose. Et c'est comme ça que Rock the Street est né. J'imagine que Rock the Street 2 se prépare gentiment là. Oui. En fait, prochaine étape, ça sera à Blida le 13 novembre, Inch'Allah, donc de 10h à 15h. Voilà, donc les téléspectateurs et téléspectatrices de Blida, les Blidéens donc en l'occurrence, sont informés que le 13, il va y avoir un mouvement inhabituel à Blida, dans la ville des Roses. Exactement. Très bien, excellent. Donc, Souad Bibi, revenons un petit peu à votre parcours. Vous avez donc, vous avez étudié à l'École supérieure des Beaux-Arts pendant quelques années. Vous êtes diplômé de cette école et après les diplômes, vous avez choisi une manière de faire qui vous caractérise, qui vous un petit peu démarque de vos contemporains, puisque vous vous êtes mise en scène. C'est ça. Ouais, très vite, vous avez choisi non pas d'exposer des toiles nécessairement, mais de vous mettre en avant dans les expositions. Oui. Et ça me rappelle en fait une question, à chaque fois quand j'étais au Beaux-Arts, ils me posaient une question, genre, t'es qui toi? Je leur dis, je suis une œuvre ambulante. Mais quelques années après, je suis devenue vraiment une œuvre ambulante pour de vrai. Ah oui, peut-être. Ah bon? C'était juste en plaisantant et puis l'idée s'est après le délire, il a commencé. Puisque on vous a vu par exemple au musée du Bardo lors d'une exposition collective, vous étiez habillé, donc vous étiez dans la peau d'un autre personnage qui ne vous ressemble pas. C'était un personnage qui ne me ressemble pas, mais c'était une inspiration aussi cubaine. J'ai essayé de lier les deux sociétés en moi, dans le sens où j'étais la poupée cubaine, mais à l'algérienne. À l'algérienne, oui, c'est vrai. Et même votre visage était un petit peu doré, donc c'est dire un petit peu que vous vous mettez vraiment en scène. Mais est-ce que vous êtes dans la vie extravagante? Parce que là, vous allez dans la provocation, c'est-à-dire quand vous vous peignez le visage comme ça en doré et que vous allez vous affronter les regards, est-ce que dans la vie, vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes extravagante? Oui. En fait, pas au même degré oui, mais après, je leur dis, en fait, je me défends dans la vie, voilà. Vous vous défendez, donc vous en faites un combat quelque part. Mais quel est le message principal que vous avez envie de dire quand vous vous mettez en scène, quand vous êtes face au public? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'existe, par exemple? Peut-être que... ça, certainement, ça existe sans moi. Le fait, parce que c'est une récompense, reconnaissance aussi. Mais le but de toute cette action, c'est vraiment sortir vers l'autre et imposer l'art à l'extérieur, dans les rues, dans la ville, parce que je leur dis souvent, si on arrive à imposer le mal, pourquoi on n'impose pas le beau? Oui. C'est ça, donc... C'est tellement bien dit, Souad Bibi, donc c'est bien donc d'imposer, de dialoguer par le biais du beau, donc c'est un mode d'expression quand même qui est pacifiste, qui est serein. Et quoi de mieux que la couleur, justement, pour apaiser. Ça éduque le regard aussi. Ça éduque, c'est vrai. Et puis ça apaise un quotidien morose, ça rompt un peu. Lorsqu'on fréquente une rue, par exemple, et qu'on a pour habitude de fréquenter la même rue, à la même heure, à la même cadence, et qu'un artiste nous fait face comme ça et nous interrompt, ça fait quelque chose, j'imagine. Allez, hop! Du coup, il y a un sourire qui s'installe. J'imagine que vous avez dû faire naître beaucoup de sourires autour de vous. Oui, la dernière expérience était vraiment émouvante. Il y avait vraiment l'échange entre nous et les gens à l'extérieur. Il y avait... En fait,
du petit au grand, genre c'est tout le monde qui est venu voir, c'est tout le monde qui voulait des explications, qui s'intéressait à les œuvres, pourquoi ça, pourquoi le hayek, pourquoi la dja, pourquoi cette couleur, ou alash Awaouch 007, parce qu'il y avait en fait une inspiration un peu partout qui venait du monde entier, donc tout ça sur le... C'est vrai, il y avait un un personnage qui était un peu africain, on l'a vu tout à l'heure à l'image, il n'y avait pas que il y avait le hayek qu'on reconnaissait sur l'étoile, hein, je parle. Oui, elles étaient toutes en hayek, oui, mais bon, des fois il y a le Awaouch Mortamar, il y a Awaouch, la vraie algérienne, il y a Awaouch 007, l'insolite, avec les trajectoires genre Kharja. D'accord. Et il y avait aussi Awaouch à la Frida, Kalo, et en fait il y avait d'autres. Oui. Donc, et donc voilà, Awaouch, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une Awaouch dans votre entourage ou est-ce que... en fait, c'est moi. Oui, je me suis inspirée de moi parce que je faisais des vidéos pour plaisanter, pour rigoler mal avec les gens qui suivent notre page Hayek. Donc après, j'ai créé le personnage de Awaouch en peinture. Et ce personnage, en fait, il sera en Tangaï prochainement. Ça va être Rock the Street à Bab-el-Oued et Climat de France. Et avec les tenues vraiment de prédilection dans ces quartiers. Très bien, donc je vous invite ainsi que les amis téléspectateurs de cette matinale à suivre un reportage. On va poursuivre un petit peu cette petite discussion sur Adwibi. Mais avant, parlons un petit peu d'un autre artiste, un artisan qui, lui, a commis ses créations au cœur de la Casbah, donc pas loin de l'Oued, on parlait de ces quartiers mythiques. Ça aussi, c'est un quartier mythique qui compte un nombre d'artisans qui essayent de préserver avec beaucoup d'amour une tradition héritée de leurs ancêtres. Donc voyons un petit peu de quoi est capable Rgig Sidali. Durant notre visite à la Casbah, nous avons rencontré Ami Sidali. À travers ses tableaux, on retrouve les couleurs de la Casbah d'Alger. Redécouvrir les façades de ces maisons au ton pastel, la foule affairée et multicolore des marchés, les enfants jouant tranquilles sous les balcons, l'ombre mystérieuse d'une étroite ruelle voûtée où s'enfonce une femme dont on voit frémir le voile. Je fais les paysages, la Casbah, les petits tableaux de l'abstrait. Je fais un peu de tout dans le dessin. C'est mon dernier œuvre, donc je suis en train de le terminer. Voilà. هذا تاع اليوم. يوم الصباح إن شاء الله من غدوة يكمل. الكسبة أنا تربيت فيها، قريت فيها وكبرت فيها وراني مازالني فيها وإن شاء الله نموت فيها. قصبة أنا عندي ليا بيرسونيلمون والله العظيم كما نحكي لكم جي اون اودور فيها نشم واحد الريحة فاميليال أما بيرسوناليتي. Ami Sidali a aussi une passion pour la musique chabi. Il a même côtoyé notre grand maître Ammar Zehi. Il nous en parle. C'est un très bon ami à moi, en toute sincérité. J'ai travaillé pendant 10 ans. J'étais parmi les premiers qui ont fait la sonorisation pendant l'indépendance. J'étais parmi les premiers. Et j'ai travaillé pendant 10 ans à Ammar, الظلات والليالي. نخدموا 3-4 في السمانة. نخدموا 3-4 ظلات في السمانة. الله يرحمه برحمة الله. كان الناس إنسان مولا قيمة. كانت عنده شخصيته كرامته ما تلعبيلوش فيها. كريم حنين معاون يعاون بزاف عمر وما يبخل حتى إنسان. Âgé de 75 ans, Ami Sidali Rgig, amoureux de cette Casbah qu'il a vu naître, s'exprime à travers ses tableaux. Mais cet artiste a décidé d'exposer ses œuvres.
Les visiteurs et passants ont salué cette initiative. Une initiative qui a mis une note de gaieté dans les ruelles de la Casbah. C'est très beau, c'est l'histoire. C'est l'histoire et c'est beau de revivre ces moments-là. C'est bien qu'ils ont pris l'initiative, on va dire, de rénover ce site parce que c'est magnifique. On ne trouve pas des sites comme ça partout. Donc je pense que moi aujourd'hui j'ai la chance de venir le visiter. Mais je pense que pas mal de monde à l'extérieur, ne serait-ce qu'en France, ils savaient qu'il y avait une Casbah comme ça en Algérie, ils feront tout le nécessaire pour venir. سيدي علي سي البونوم اللي كان يحب الشعبي يحب الزواق وين كاين حاجه متحوفه ومليحه هو تصيب به الا غنى شعبي تصيب به ولا كدا لا بينتور تصيب به انسان يحب يخدم يسيب واحد نقولوا مسكين سي باسي يقول انا نخدموا انا وياك ماشي باش يترفع باش يعاون داك السيد برك. Sidi Ali, c'est un grand artiste, artiste peintre et musicien aussi. Donc en tant que guide, c'est-à-dire donc c'est la rue de la Casbah, il y a M. Mhioud Khaled Hna libiniste, donc il a illustré le quartier. Donc quand on ramène des touristes, ils commencent dès leur arrivée, c'est-à-dire ils commencent à prendre des photos et regardent ses beaux œuvres et tout. Donc c'est-à-dire il a donné un plus au quartier là, où il faut que les murs et tout. Donc il faut des tableaux. نشوفوا des tableaux qui parlent, c'est-à-dire la vie de la Casbah et de l'Algérie entière. Nous avons quitté Ammi Sidi Ali, mais son seul souhait était de voir un jour cette Médina ou El Mahroussa renaître de ses cendres, un précieux legs de notre histoire. Dans sa petite échoppe, donc Sidi Ali Reguig a lui aussi, un petit peu à l'image de notre artiste du jour, Souad Debibi, voulu offrir une part de lui-même à ces passants de la Casbah. Oui. Et comment vous avez trouvé un petit peu sa démarche? En fait, moi, je passe souvent à la Casbah, donc je connais l'artiste peintre et franchement, ça a changé. En fait, parce que ça fait quelques mois que je suis pas partie, montée à la Casbah. Et dernièrement, j'étais là-bas. La ruelle, là où il y a Michal et lui, on trouve que des artisans, des artistes. Ça a vraiment changé. Oui. Déjà, c'est la rue de la mémoire. Oui, la rue de la mémoire. Et je ne sais pas si votre happening en tant que dame vraiment porteuse de voile a contribué à la chose, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent fièrement leur hayek dans les ruelles, dans les dédales de la Casbah. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'aventure avec mon groupe Blaraj El Hayek en ville, c'était... On ne pensait pas qu'on allait arriver à ça. Donc, on a commencé par des performances en ville. C'était vraiment... On était dans la provocation et j'ai insisté que ce soit des jeunes filles, pas des femmes âgées. Et après, c'était le cas. Il n'y avait que des jeunes filles avec moi. Mais... Un maquillage prononcé, oui, c'est ça. Non, ils voulaient... En fait, oui. Et ça... En fait, ça a pris de l'ampleur. Du coup, genre... Il y a pas mal de gens qui s'intéressent au hayek. Oui, qui ont repris le hayek en peinture, même à la télé, à la télévision, dans des séries, des sitcoms, aussi dans la pub. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le hayek dans la pub en Algérie, donc ça a aidé à faire revivre le hayek. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi des stylistes qui se sont intéressés à cette étoffe précieuse, donc faite dans des étoffes quand même qui sont nobles, parfois donc dans le wobar, c'est ça. Donc ce tissage vraiment qui caractérise la région du sud, ou alors au nord c'est vraiment des fils de soie et c'est très beau, c'est très élégant, ça met en valeur le corps de la femme comme on le voit à l'instant donc dans cette image. Vous voyez un peu l'élégance de l'Algéroise. Ça peut être aussi une tlemcenienne, ça peut être aussi une autre ville d'Algérie, Blida en l'occurrence. Voilà. C'est vrai que seule Constantine et on a DJ le Constantine un petit peu sétif où on porte le mlaya qui est un petit peu noir. C'est lourd aussi. C'est lourd, oui, c'est lourd. C'est un peu plus difficile à porter. Mais le hayek, il a son élégance. Très très léger. C'est très léger, c'est facile. Ça permet un petit peu aux mains de pouvoir... Après, je leur dis, le hayek sans adjar, genre, il vaut mieux ne pas le porter. Parce que vraiment, l'adjar, ça rajoute. Mais tout dépend de la région. Il y a des régions d'Algérie où... À Oran, ils font pas... Ils mettent pas l'adjar. Mais même dans des régions, par exemple, à Gardaïa,
Haïa, c'est la femme qui porte le haïa, qu'elle laisse apparaître juste un œil, donc pas de hadjar, mais juste comme ça. Et de toute façon, le musée du Bardo avait consacré toute une très belle exposition consacrée au port du haïk. Là, on vous voit vraiment un petit peu maquillée, un petit peu dans l'esprit du aîné, à votre style. C'est un petit peu différent. Donc, et donc, comment vous vous êtes senti donc une fois que vous avez exposé Souaed, et non pas, je ne parle pas des tableaux, Souaed quand elle s'expose, comment elle se sent? Il paraît que vous êtes dans une transe pas possible. Vous oubliez carrément l'entourage, les amis n'existent plus. C'est vrai, en fait, oui, c'est vrai, dans la peau du personnage. Parce qu'avant, en fait, pour cette dernière action Rock the Street, j'étais en train de parler avec les gens normaux. Mais avant, il y avait le Dinar Halib Cigar, l'expérience cubaine. Il y avait Imra'a et Naqi Mokhek. J'étais vraiment dans mon monde. Il y a des amis qui sont passés à côté de moi. Wallo, je les ai pas vus. Même une des photographes, elle était avec moi, Khadija Mekramel. C'est tombé, mais Anna me jetait genre, j'ai failli mourir. L'Akhbar. Oui, l'Akhbar, Walou, dans un autre monde. Vraiment, vous vivez la chose avec vraiment vos tripes et c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qui fait la réussite, le mystère qui entoure, le mystère que vous avez voulu créer en vue justement d'attirer l'attention du passager. Oui. Ou de... Je reste dans mon personnage, je ne sors pas à la fin. Donc, Oui, comment vous disiez tout à l'heure, Mara ou Naqi Rasak? Naqi Mokhek. Naqi Mokhek, voilà. Ouais. Et quand on le traduit en français, ça donne quoi? Femme, nettoie ton esprit. Oui, je leur dis clean your mind. Clean your mind. Voilà, c'est plus simple. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de faire ce voyage dans votre univers, Souaed Bibi. Je vous souhaite vraiment toute la réussite. Rappelons que le 13, vous serez à Blida avec tout votre collectif pour une très belle exposition ambulante. Pas avec mon collectif, mais je fais appel à des filles de Blida pour qu'elles viennent participer avec... voilà, l'appel est lancé. Donc, comment peuvent-elles vous contacter? En fait, il y a ma page Souaed Bibi. Dans la page, il y a l'événement... Très bien. Rock Street 2. Yes. Rock Street 2. Voilà. Bon vent donc pour Rock Street 2, donc à Blida le 13 novembre prochain. Donc passez une excellente journée. Je vous invite quand même à faire une petite virée au sud algérien à travers ces images. C'est dans le Gourara, au sud de l'Algérie, que l'on trouve l'une des plus anciennes villes d'Adrar, Charouine, connue pour ses grands qsour qui représentent la fierté de tous ses habitants. أكبر قصور شروين هي قصر الكبير كما نقولوا المنصور والحيط هذو هما الأكبر ولد وعلن. Les plus grands qsour de Charouine sont Qasr al-Kbir, al-Mansour et al-Hayt. Ce sont les plus importants. Les qsour de Charouine se distinguent des autres qsour de la région de Gourara et de toute la région du Touat. Les qsour de Charouine sont dotés de forts, de fougara, de galeries et chaque qsar a son propre puits. فيها فقاقير وفيها كما نقولوا دهاليز. C'est à Charouine que l'on trouve également ce style musical soufi. منطقة شروين زعما من نعومة الأظافر حتى نشيب معناها ما كانش واحد اللي ما يعرفش أهليل. Dans la région de Charouine, tout le monde connaît Ahalil. Charouine, c'est la référence de ce genre musical. Et Sidi Mouli Abdelhaye Charouini est le fondateur de Ahalil. Sa descendance vit toujours dans la région, son mausolée y est aussi. Le genre musical Ahalil a été même adopté par les femmes qui ont créé leur propre association artistique indépendamment de l'association des hommes. La femme est devenue une concurrente dans ce genre musical. Ahalil, classé par l'UNESCO en 2005 comme un patrimoine culturel immatériel, demeure la fierté de tous les habitants de la région sud-saharienne.
Et je réitère mon plaisir de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, aujourd'hui Tounes Saïd Ali, donc qui n'est plus à présenter, un visage vraiment, comment dire, emblématique du théâtre du 4e art en Algérie. Bienvenue Tounes. Merci, bonjour. Ça a bonjour été dur d'arriver, je sais, le trafic routier vous a un peu freiné. C'est incroyable, aujourd'hui c'est vraiment spécial. Hein. Essayons de rentabiliser ces 5 minutes qui nous restent ensemble, donc pour parler de votre dernière création. Donc vous avez mis en scène une nouvelle création du théâtre algérien. Oui, théâtre algérien. Théâtre indépendant. Indépendant algérien. Oui, c'est Secta. C'est Secta, tiré du roman Octave Mirbeau, que Halim a eu ce plaisir de reprendre, c'est-à-dire de reprendre, pas d'adapter, mais de reprendre dans la thématique. Halim Rahmouni. Halim Rahmouni, qui est un scénographe de formation, bien sûr, un sortant de l'INADC il y a très longtemps, et qui est de Mostaranem. Et voilà, on a pris cette aventure avec les 3 comédiennes, dont 2, elles sont productrices du produit aussi. Très bien. Wassila Arij, Tilli Salhi et Houria Behloul. Et puis plein de staff. Hein. Enfin, le staff, il y a Momo qui est l'assistant. Il y a aussi un petit jeune chorégraphe de Béjaïa qui nous a vraiment prêté une très très grande aide par rapport aux comédiennes pour qu'elles soient belles. Dans le bain et et belles, surtout belles. Surtout belles. Vous citez à l'instant Béjaïa parce que le coup d'envoi pour la générale, comme on dit, se fera justement à Béjaïa, au théâtre de Béjaïa. À Béjaïa le 28, ce 28 octobre, à Béjaïa. Et je remercie vraiment Sofiane, le directeur de Malk Bougalmouh, parce que c'est ainsi qu'il s'appelle le théâtre de Béjaïa régional, pour nous avoir ouvert ses portes, car moi je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire ces théâtres étatiques, il faudrait qu'ils prêtent vraiment une aide à ces compagnies privées pour qu'on puisse travailler tous ensemble, et c'est très important. Très bien. Voilà. Secta, en fait, silencieuse, en tamazir, je ne saurais pas le dire, je ne sais pas décoder. Tessousmir. Ah. Très bien. C'est une pièce théâtrale qui se décline en 3 langues, en fait. Un trio de femmes vont interpréter une seule histoire. Une seule histoire. Et puis également donc 3 langues. 3 langues. Pour berbère, le berbère, le français et l'arabe. Mais il faut dire que ce sont des versions séparées. Hein. Séparées, oui. Il y a la version complète en arabe, la version complète en français, également la version en Nous étions obligés de faire ça car il y a aujourd'hui le festival Amazir qui est à Betna où nous allons participer. Il y a aussi peut-être des programmations en Europe avec la fondation, avec l'association Octave Mirbeau, parce que l'association, elle existe aujourd'hui, malgré que le romancier est mort, mais l'association, elle est vraiment très active en Europe et en arabe, parce que c'est nous, hein, c'est l'Algérien. Et voilà, l'arabe qui va aussi être un bon tremplin pour l'Égypte, parce que vous prévoyez aussi une tournée vers l'Égypte. L'Égypte, la Tunisie aussi. La Tunisie. Voilà. Et ces 3 femmes, moi je pense que le plus important dans ce spectacle, c'est vraiment de reprendre ce roman, parce que la Tunisie a quand même repris 3 œuvres d'Octave Mirbeau, le Maroc il a repris 3 œuvres aussi, pourquoi pas l'Algérie, c'est-à-dire nous serons la première troupe qui reprenant l'un des romans d'Octave Mirbeau, parce que c'était un engagé, c'était vraiment un romancier qui écrivait beaucoup pour la femme. Voilà, ça sera un hommage pour lui. Voilà, c'est une interprétation de l'œuvre qui est intitulée donc Journal d'une femme de chambre. Voilà. Et ça va être 3 histoires racontées par 3 sublimes femmes, donc Wassila Arij, Houria Behloul et Salhi Tilli, que vous mettez en scène avec votre savoir-faire, Tounes. Donc c'est vous qui donnez le là pour cette mise en scène. C'est nous tous, hein, c'est nous toutes et tous ça aussi. Donc chacune d'elles va raconter une histoire. Chacune d'elles va raconter une histoire. C'est des femmes, comme ça on va passer un petit peu vite fait, comme ça on laissera le public venir voir le spectacle. La première à Alger, ça sera pas pour tout de suite, mais ça sera plus tard, mais elle se fera. Ces 3 femmes, elles sont émancipées, licenciées, elles tombent chez des familles aristocrates.
dans toutes ces familles-là, il y a un cas vraiment spécial. L'une, elle va tomber chez une vieille de 80 ans qui aime les femmes et puis voilà, elle va l'attirer vers elle et puis c'est un choc pour elle et elle va être accusée d'un crime. L'une, elle va tomber chez aussi un aristocrate fétichiste où il aime bien, il aime les chaussures de femmes, où elle va pas l'accepter et elle va être accusée d'un crime aussi. Et la troisième, elle tombera chez un homme très spécial, hein, très très riche, où il est un petit peu dans le viol d'enfants, où enfin il viole les enfants, il les enterre chez lui. Et une fois qu'elle décide de le dénoncer, c'est elle qui sera accusée, mais pas lui. Voilà, j'ai fait un petit peu un bref comme ça. Un bref résumé pour raconter un petit peu ces situations dramatiques. Oui, qui seront très dramatiques et très comiques aussi. Voilà, c'est un petit peu de l'humour noir. Oui, c'est de l'humour noir. C'est très très comique. C'est très comique, ouais. Parce que c'est des histoires un peu insolites, invraisemblables pour une Algérienne. Exactement. Alors voilà, même pour ces crimes, être accusé des crimes pareils, c'est un petit peu absurde, quoi. Voilà. C'est un petit peu la signature de Tounès sur cette pièce intitulée Secta, la silencieuse, dont la générale sera donnée le 28, donc à quelle heure donc, le 28 octobre à 18h au théâtre Bougalmouh, Béjaïa. Très bien, le 30 à Sétif. Le 30 à Sétif, donc je remercie aussi Sofiane, le directeur de Sétif, parce qu'on a fait les filages techniques chez eux. Merci de nous avoir ouvert les portes aussi. Et c'est très bien. Moi, je suis très contente pour ce projet parce qu'on a pu quand même visiter un peu les théâtres qu'on connaît. Et puis, c'est des amis, c'est des artistes aussi avant tout, qui nous ont vraiment bien accueillis et aidés surtout. Très bien. Voilà. Que représentera dans votre carrière Secta? Dites-moi un petit peu un mot par rapport à ce choix. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, Secta, c'est l'un des projets qui va me tenir à cœur, c'est sûr, avec même les autres projets hein, qui ont été déjà mis en scène. Mais celui-là, c'est un peu spécial parce que je rends hommage quand même à un très grand romancier dont je ne connaissais pas, je dis franchement, mais j'ai lu. À partir du moment où il a été proposé, j'ai commencé à vous documenter, à voir un peu son univers, voilà, exactement. Un peu et je suis très très heureuse parce que vraiment c'est un homme qui a beaucoup fait pour la femme et qui a beaucoup soutenu la femme. Et aussi il a écrit pour l'Algérie qui est très très bien. Il a écrit sur la femme algérienne pendant et avant l'indépendance. Et ça, c'est magnifique. C'est bien de le souligner. Donc, voilà. Tounès Ali, merci de nous avoir accompagnés ce matin pour annoncer cette naissance. J'imagine une belle naissance. Vous allez être contente. Voilà. Et sans oublier aussi la conférence de presse demain matin à Riyad El Fath à l'Oref à 10h, Inch'Allah. Très bien. Ça, c'est pour la confrérie journalistique. Donc, qui pourra bien sûr s'enquérir davantage sur cette nouvelle œuvre du théâtre algérien. Donc, Secta. Signée. Mise en scène Tounès Ali. Écrit Halim Rahmouni, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et bonne fête. Hein. Bonne fête et bon vent pour vous. Merci, bon vent et bonne chance. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'être avec nous ce matin. Rendez-vous est pris pour demain. Bonjour d'Algérie reprend à 8h et jusqu'à 9h30. Passez une excellente journée.